Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'impact de la conciliation famille-travail sur le recrutement. On est super emballés, il y a eu un grand intérêt pour le sujet. On a beaucoup de monde là, qui ont démontré de l'intérêt, qui se sont inscrits à ce webinaire-là. D'ailleurs, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard si le webinaire, leur plage horaire est de 11 h à midi. C'est notamment pour, c'est sûr que la conciliation famille-travail, ça rime avec le volet de la déconnexion. Donc, on veut que vous ayez tout le temps ce midi pour profiter de votre heure de lunch, profiter peut-être pour préparer des choses pour votre famille. Donc, c'était volontaire, là, ça vous permettra de décrocher par la suite. Alors, je me présente, Sarah-Christine Rousseau. Moi, je suis coordonnatrice du Centre d'expertise Concilivie. Je suis dans l'univers des ressources humaines depuis plus de 12 ans maintenant. Puis, je vais naviguer avec vous tout au long de ce webinaire en compagnie de mes deux spécialistes en matière de recrutement. Je vais vous les présenter là, un petit peu plus tard. Avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, le volet un peu crunchy là, du recrutement puis de ses impacts là, en lien avec la conciliation famille-travail, je vais vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est la conciliation famille-travail et notamment qu'est-ce que c'est Concilivie. Qui sommes-nous? Alors, je débute tout de suite, là, je vais changer la page. Qu'est-ce que c'est la conciliation famille-travail? Bon, la conciliation famille-travail, c'est la recherche de l'équilibre entre les exigences et les responsabilités qui sont liées à la vie professionnelle et à la vie familiale. Donc, le mot important qui est à retenir là-dedans, c'est de savoir responsabilité familiale. Donc, quand on a des responsabilités familiales, ça le dit, on a des responsabilités supplémentaires. Donc, souvent, on est porté à avoir le réflexe de penser que parents avec jeunes enfants, quand on pense à la conciliation famille-travail, c'est un concept qui est beaucoup plus large que ça. On parle notamment du désir de concevoir un enfant jusqu'à la fin de vie. Donc, ça inclut, là, comme par exemple, les gens qui sont en procréation médicalement assistée, ceux qui ont des enfants à besoins particuliers, des gens qui ont des adolescents à la maison, jusqu'à la proche aidance, les parents vieillissants, par exemple. Donc, on pense aussi souvent à la notion de télétravail. Puis là, je suis en mode introduction sur le concept. On va rentrer un petit peu plus tantôt sur qu'est-ce qu'on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Je vous fais un survol avant l'entrée en la matière là, avec nos spécialistes en recrutement. Donc, oui, souvent, on va penser à télétravail. C'est un mot qui est sur toutes les lèvres là, dans le contexte de pandémie. Oui, il y a le télétravail, c'est une mesure, mais il y en a beaucoup plus que ça. Au niveau de Concilivie, on parle de 4 domaines de mesures, soit l'aménagement du temps et du lieu de travail, les initiatives en soutien aux employés et à leur famille, et les congés pour responsabilité familiale, comme des congés supplémentaires, par exemple, pour des congés parentaux supplémentaires. Et le quatrième, c'est l'adaptation de l'organisation. Je pense, entre autres, au concept de déconnexion. Là, Donc, je ne m'attarderai pas sur ces mesures-là aujourd'hui. Ça vous donne un survol, mais sachez que ça fait partie du champ d'expertise de Concilivie. Aussi, c'est important de mentionner, nous, on vous parle de CFT, de conciliation famille-travail, mais on entend aussi beaucoup le concept de conciliation, travail et vie personnelle. Chez Concilivie, on focus à ce que, minimalement, les gens qui ont des responsabilités familiales, que ces gens-là aient des mesures de conciliation en place dans leur organisation. Donc, sachez que Concilivie, c'est une initiative du Réseau pour un Québec famille, qui est un organisme à but non lucratif qui a un souci de la qualité de vie des familles. Donc, c'est pour ça que nous, on se concentre sur le volet de la conciliation famille-travail. Mais si une organisation souhaite aller plus loin, élargir ses initiatives à la conciliation au travail et vie personnelle, tout est beau, c'est parfait. C'est un avantage supplémentaire pour les employés. On est tout oui. J'effleure depuis tantôt un peu ce que c'est Concilivie, mais je vais aller un petit peu plus en détail. Puis après ça, on va passer là, à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, de manière plus concrète, qu'est-ce que c'est Concilivie? Concilivie, c'est une initiative qui consacre 100% de son temps à la conciliation famille-travail. Donc, on peut dire qu'on est des experts en la matière. On a pour mission de contaminer positivement les employeurs
pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail pour qu'elles soient adaptées à la réalité de l'organisation, à la réalité du marché du travail, mais surtout à la réalité des besoins. Quels sont les besoins des employés? Ça scinde en deux volets, Concilivie. Il y a un volet qui est le centre d'expertise que je chapeaute. Donc, ça a pour objectif, le centre d'expertise, de suivre l'évolution de la conciliation famille-travail dans la société québécoise, de la faire progresser, puis, comme on le fait aujourd'hui pour vous, de vulgariser des contenus sur le sujet. On a aussi un autre volet qui s'appelle le saut Concilivie. Le saut Concilivie qui est une reconnaissance que les organisations peuvent détenir pour faire valoir leur engagement en matière de conciliation famille-travail. Donc, c'est vraiment une distinction que les organisations peuvent détenir. On voit d'ailleurs dans la présentation le saut en tant que tel que les organisations reçoivent là, à la suite de la démarche. Si je vais un petit peu plus loin avec le saut, puis après, j'arrive avec mes présentateurs experts en recrutement. Le saut Concilivie, c'est une démarche, comme je vous le disais, qui est vraiment simple. Les entreprises qui obtiennent le saut, c'est des entreprises qui passent à travers une démarche. Donc, l'obtention du saut à la fin, c'est juste un plus pour un élément pour les distinguer, pour jouer sur leur attraction. Fait que pour faire simple, là, en gros, la démarche, il y a un sondage standardisé qui est fait au début qui permet d'identifier puis d'analyser la situation actuelle dans l'organisation. Y a-t-il déjà des mesures en place? Ensuite de ça, il y a l'analyse des résultats qui est faite en collaboration avec un accompagnateur de Concilivie, avec le responsable du dossier à l'intérieur de l'organisation. Puis, ça permet de s'assurer que de bien cerner quels sont les besoins des employés pour ensuite identifier des mesures pour y répondre. Ensuite de ça, on invite les organisations à formaliser le tout, à mettre les mesures sur papier. Donc, on appelle ça une charte, une politique, un encadrement. L'objectif, c'est de mettre sur papier, de les diffuser à l'ensemble de l'organisation. Puis, sachant qu'on a 79 % des employés au Québec qui veulent que les mesures soient formalisées, c'est juste un plus. Ça les amène à légitimer le droit de les utiliser. Et puis finalement, bien, c'est l'octroi du saut. Puis après ça, bien, c'est sûr que c'est le rôle des organisations, des RH, de faire vivre la conciliation famille-travail au quotidien. C'est d'ailleurs ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de CFT, mais sous un angle de recrutement. Donc, j'invite mes collaborateurs à ouvrir leur micro. Alors, je vous présente nos experts pour aujourd'hui. Alors, nous avons Charlène Brahim de Humanify 360 et Simon Clément de Maverick RH. Bonjour à vous deux. Allô. Vous allez bien? Super bien, merci. Excellent, super. Parfait. Donc, je vais inviter nos présentateurs à se présenter un petit peu davantage. Charlène, est-ce que tu veux débuter? Oui, bien sûr. Fait que bonjour à tous. Moi, c'est Charlène, puis je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup de parler d'elle-même. Je vais essayer de faire ça. Rapidement, mais je vais vous parler d'Humanify qui reflète très bien en fait ce que je fais au quotidien et mon expertise première. Moi, ça fait 14 ans que je suis sur le marché du travail. J'aime pas vraiment dire ça parce que ça me rajeunit pas, mais c'est un parcours très éclectique. Puis, ça fait 5 ans que je travaille avec Humanify. Je suis associée. Notre but et notre mission en arrière est très similaire à la mienne personnellement, c'est-à-dire qu'on est un peu des outsiders dans notre milieu. On veut redéfinir les règles du recrutement, justement, se coller un peu au terrain et être capable d'accompagner nos clients. On est une agence talent. Ce que ça veut dire par là, c'est que mon expertise, comme celle de Humanify, c'est d'aider les clients autant dans leurs opérations de recrutement concrètes sur le terrain que dans la stratégie de recrutement, dans la mise en place de processus, l'audit de processus également, de savoir comment être meilleur à recruter, comment se faire voir sur un marché en pénurie. Donc, ça peut autant toucher du marketing RH que de la marque employeur également. Et ça reflète très bien mon expertise à moi. Puis, je suis quelqu'un qui suit beaucoup sur le terrain. Donc, je vais essayer de vous partager un peu ce que je vois au quotidien en relation avec la CFT dans les pratiques de recrutement de Humanify et des clients qu'elle accompagne. Super, merci, c'est gentil. Simon, maintenant? Yes. Bonjour tout le monde. En fait, moi, pour faire un topo rapide, j'ai gradué en gestion des ressources humaines il y a plusieurs années. Ça fait 20 ans que je suis sur le marché. Fait que Charlène, si tu te sentais vieille, moi, je me sens encore plus. J'ai eu 40 ans cette année.
Donc, j'étais généraliste en début de carrière. Donc, j'ai touché au recrutement, mais à d'autres fonctions, des ressources humaines aussi par la suite. Puis après, pendant 90 ans, je me suis spécialisé en chasse de tête, en informatique, donc un marché en agence de recrutement plus traditionnel, donc à l'inverse de ce que Humanify fait présentement. J'étais longtemps, trop longtemps, je dirais peut-être dans ce domaine-là. En 2016, j'ai intégré une nouvelle entreprise également dans la chasse de tête, mais en ingénierie, donc j'ai changé un peu de domaine. Puis, depuis cette année, j'ai lancé Maverick RH, mon entreprise. Donc, c'est tout nouveau pour moi, l'aventure entrepreneuriale. J'adore ça. Je suis sur mon X, clairement. Puis, en gros, ce que je fais, j'aide les compagnies à mieux recruter, à s'organiser. Donc, à l'occasion, je vais reprendre le processus de recrutement avec eux. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les aider à s'organiser à l'interne pour qu'il n'y ait plus besoin de moi par la suite. Donc, c'est un peu ma mission d'entreprise. C'est super. C'est vraiment inspirant de vous entendre. C'est certain qu'on a les bonnes personnes autour de la table pour parler du sujet là, qui est tant attendu, c'est-à-dire l'impact de la conciliation famille-travail sur le recrutement. Donc, je sais que vous avez beaucoup à dire sur le sujet. Peut-être quelques petites consignes et éléments là, par rapport à ce qui s'en vient. Donc, la forme un peu du webinaire d'aujourd'hui, ça va être un peu un mode question-réponse. Là, on va être avec mes acolytes. On va parler de plusieurs sujets, notamment des impacts de la CFT sur le recrutement, mais aussi, si on ne met pas de l'avant des mesures de CFT, qu'est-ce que ça a comme impact dans les organisations? Puis, on va parler aussi un peu de convaincre la haute direction d'entamer une démarche de CFT. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on peut leur amener comme argumentaire? Peut-être en termes techniques, on va avoir une période de questions à la fin qui se fera par le biais du clavardage. Donc, vous pourrez poser vos questions. On a derrière quelqu'un qui pourra probablement répondre s'il y a des éléments un petit peu plus spécifiques. Donc, on va avoir un bout à la fin pour ça. Puis, la présentation, les outils qu'on va vous partager à la fin, les liens, les contacts de Concilivy, Humanify 360 et Maverick RH vous seront également envoyés. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Première question, êtes-vous prêts? Oui. Alors, parfait. Bien, dans le fond, on se questionne toujours à savoir, à première vue, est-ce que les candidats sont plus exigeants en matière de conciliation famille-travail actuellement? Je me permets, Simon, je vais commencer. En fait, pour moi, la réponse, elle est sans équivoque. Oui, les candidats sont beaucoup plus exigeants dans cette matière-là. Ils sont plus sensibles, en fait, aux mesures de CFT des entreprises. Depuis la dernière année, un peu plus avec le contexte, évidemment, actuel. Les gens se sont rendus compte à quel point la flexibilité et les mesures de CFT sont importantes et essentielles à leur bien-être. Donc, les candidats sont moins enclins à faire des concessions sur ça. Ce que ça a eu comme conséquence sur le marché, c'est que les employeurs l'ont bien compris et se positionnent eux aussi beaucoup plus clairement sur la CFT et sur leurs mesures mises en place. Les candidats veulent de toute façon qu'aujourd'hui, veulent trouver l'information facilement. Il ne faut pas que ce soit compliqué pour eux de se retrouver là-dedans au sein d'une entreprise quand ils font leur recherche en processus de recherche d'emploi ou même quand ils se font approcher, ce qui est encore plus important. Puis je vais même aller plus loin que ça, c'est que le rapport avec la rémunération est très fort. Ce que ça veut dire, c'est que les candidats nous le disent régulièrement, 2 offres, l'une à côté de l'autre, une va être rémunérée plus cher, mais va avoir moins de mesures de CFT. De l'autre côté, il va y avoir une autre offre moins rémunérée, mais avec des belles mesures mises en place. 80% des candidats, ou en tout cas une très forte portion des candidats, vont pencher vers celle qui offre de meilleures conciliations de CFT. Donc, définitivement plus exigeant et plus conscient. Effectivement, puis ça rejoint, tu sais, au niveau de Concilivy, on fait beaucoup de sondages, puis d'ailleurs, dans un sondage qu'on a mené en début de cette année, en février, auprès de 2000 travailleurs, c'est ce qui ressortait notamment, c'est-à-dire que pour les parents d'enfants mineurs, donc ceux qui ont 2 enfants, il y a 2 critères qui sont à égalité au niveau du choix d'emploi, c'est l'équilibre vie personnelle, l'équilibre familial et la vie personnelle, et le salaire et les avantages sociaux. Donc, pour ces gens-là, c'est ex aequo. Maintenant, quand on regarde un peu plus loin, puis ceux qui ont plus de 2 enfants mineurs, à ce moment-là, l'équilibre vient en premier. Donc, ça ne me surprend vraiment pas ce que tu dis là. Ça vient vraiment avant le salaire et les avantages sociaux. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Ça résonne beaucoup. D'ailleurs, en termes de questionnement,
Est-ce que ça se fait sentir dans le processus de recrutement? C'est quoi les impacts que ça a sur le processus de recrutement? Ça se fait définitivement sentir, mais je te dirais que récemment, il y a quelque chose qui est revenu régulièrement dans les discussions avec les clients et c'est un impact plus à faire attention, on va dire, une frustration qui est née de ça. Quand on parle de flexibilité, là, ce que ça peut avoir comme perception de la part des employeurs quand ils sont en processus avec des candidats, c'est que, ben, comme le candidat travaille de chez lui, ben, il est disponible n'importe quand pour prendre un appel avec moi, là, que je sois recruteur externe ou interne. Il doit se rendre disponible plus facilement pour faire un test technique de 44 heures. On ne comprend pas pourquoi il met 3 semaines à nous répondre. La flexibilité, là, ça ne veut pas dire que le candidat doit être disponible en tout temps. Il a une vie personnelle à gérer, puis il a une job à gérer également dans la moitié du temps là, quand on considère les bases. Donc, je dirais peut-être l'impact que j'ai vu et auquel il faudrait faire attention en tant qu'employeur, c'est celui-ci. Donc, la flexibilité n'est pas forcément, ne veut pas dire disponibilité permanente. Nous aussi, on doit s'adapter à une flexibilité différente avec ces gens-là. Super intéressant. Simon, toi? Oui, je vais faire du pouce sur ce que Charlène vient de partager. Je suis bien d'accord. Puis le terme flexibilité, évidemment, ça nous résonne tous un peu beaucoup, j'espère. Puis je pense que maintenant, de nos jours, ça veut dire décembre 2020, là c'est que les candidats ils ont beaucoup d'attentes. Oui. Puis encore plus maintenant, aujourd'hui, qu'il y a un an, allô la COVID, il y a des choses qui ont changé. Puis les candidats veulent savoir, en fait, c'est quoi les conditions claires d'entrée de jeu. Je sais que probablement sur vos affichages de poste, là, c'est mon angle recrutement, là, on veut attirer des ressources, des gens de talent chez nous. C'est écrit horaire flexible puis possibilité de télétravail. OK, c'est correct, mais là, tout le monde l'écrit à cette heure. Ça veut dire quoi, ça, un horaire flexible? Ça veut-tu dire que je peux arriver entre 8h30 et 8h40 le matin? Ça veut-tu dire que oui, tu peux travailler de chez vous s'il y a une tempête de neige puis au moins 30 cm de neige qui tombe dehors? Donc, de mettre ça clair tout de suite puis de le faire d'entrée de jeu en début de processus. Mettez les infos dans votre affichage de poste, par exemple, ou parlez-en rapidement en tout début de processus. Donc, je pense que les candidats ils ont des attentes, encore plus aujourd'hui qu'il y a un an, par exemple. Donc, soyez clairs, soyez prêts à répondre aux questions des candidats là-dessus. Effectivement. Puis, comme tu le disais, la conciliation famille-travail, ça a été un sujet de l'heure. On a pu voir les familles de nos employés, pour certains, les enfants qui étaient de la partie. Donc, ça a ouvert un univers qui était peut-être des fois aussi moins connu, auquel on n'avait pas accès. Fait que c'est certain que les employeurs, par exemple, qui n'ont pas été conciliants, ça laisse des traces aussi, puis ça va en laisser si on n'en met pas en place. Ça m'amène d'ailleurs à la prochaine question, à savoir... qu'est-ce qui arrive si les organisations ne mettent pas de l'avant des mesures en conciliation famille-travail? Ça a-t-il un impact? C'est clair. Puis on rappelle le sujet du webinaire. C'est quoi l'impact de la conciliation famille-travail sur le recrutement? C'est carrément la différence entre combler ton poste puis pas le combler. On en est là vraiment aujourd'hui. Il faut que les dirigeants d'entreprise, les gens ressources humaines, les gestionnaires, les supérieurs immédiats, soient conscientisés. Puis pour justement être en mesure d'attirer des candidats parce que ça va clairement faire la différence entre un candidat. Charlène en parlait tout à l'heure à quel point tout ce qui est la conciliation a de l'impact ou de l'importance pour le candidat versus la rémunération. Clairement, ça fait une différence. Donc, il faut vraiment être conscientisé pour avoir un succès là-dedans. Si je peux rajouter par rapport à ça, ça peut faire peur de se dire oh mon Dieu, il faut que je mette de l'avant là, toutes mes mesures, puis j'en ai pas tant que ça. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une liste de 53 mesures écrites sur un mur là, pour vous dire OK, là, j'ai le droit d'en parler. C'est pas vrai. Il y a une petite chose que vous pouvez mettre en avant pour démontrer votre volonté. Puis même si vous êtes en tout début de réflexion ou de processus et que vous n'êtes pas encore capable de mettre la main, mettre le doigt sur une mesure claire et déjà testée, éprouvée et validée par vos employés, juste de mettre de l'avant votre volonté de mettre en place ces choses-là, de votre volonté, votre culture, votre envie de donner de la flexibilité et d'offrir ces mesures de conciliation à vos employés, ce serait déjà suffisant si vous n'êtes pas encore trop avancé dans le processus. C'est important de donner de la visibilité aux candidats sur votre volonté autant que sur ce qui est déjà fait. Donc, je sais qu'on n'est pas tous des entreprises multimillionnaires, on a plein. Moi, je suis une PME aussi. Je sais ce que je présente. Il y a plein de choses qu'on a mis en place chez Humanify qui sont très simples et très human-centered, là, qui ont fait la différence dans nos affichages de poste également. Oui, ça n'a pas besoin des fois d'être compliqué. C'est comme vous le dites, tant que c'est clair. J'entends aussi que tant que c'est transparent, on donne un peu de la perspective, puis qu'on le rend visible pour les candidats. Puis en même temps,
les employés aussi le sachent, s'ils le savent à l'interne, ils peuvent aussi être plus passer le mot. Donc, il n'y a rien comme le vivre de l'interne pour passer le mot. Puis d'ailleurs, pour y arriver, ben, ça prend des dirigeants qui y croient. Une équipe de gestion, si c'est mettre la conciliation famille-travail au cœur de son organisation, mais pour y croire, il faut souvent faut être capable, il faut que quelqu'un ait démontré l'importance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre la haute direction, les dirigeants d'entamer une démarche en conciliation famille-travail? Oui, ben c'est une bonne question, puis probablement que c'est une question que beaucoup de participants se posent. Bon, mais comment je fais pour expliquer à mon boss qu'on est rendu en 2020, qu'on n'est pas en 1994? Mais évidemment, j'ai différentes pistes de solutions là-dessus. Évidemment, tout dépend de votre gestionnaire et de sa réalité. Mais je dirais de faire parler des chiffres. Faire parler des chiffres, souvent, c'est très concret. Ça fait moins pelletage de nuages. Puis, ça l'aide. On se crédibilise avec ça. Un chiffre très intéressant, par exemple, c'est que 31% des employés seraient prêts à accepter une réduction de salaire en échange de mesures de CFT. C'est quand même, c'est pas rien, là, c'est pas à négliger. C'est le genre d'élément qui peut influencer un propriétaire d'entreprise de dire OK, ben là, ça me coûterait peut-être moins cher, mais j'aurais plus de flexibilité puis je pourrais recruter plus facilement du monde. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant. Une autre suggestion, ça, c'est plus subjectif, mais je dirais d'aller un petit peu titiller l'ego puis l'orgueil de vos gestionnaires et décideurs, des fois, peut-être pas chez vous, peut-être, mais des propriétaires d'entreprise, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont de l'ego, qui ont de l'orgueil. Fait que d'aller leur dire que, exemple, les compétiteurs de la compagnie, c'est des choses qu'ils font. D'autres entreprises de la région ont mis des processus en place pour la CFT, mais qu'eux, ils ne l'ont pas faire. Ils vont faire « Ah, OK, fait qu'eux, ils font ça, ben, peut-être qu'on devrait être plus réactifs. » Justement, j'ai réactif, j'aurais dit proactif. Donc, insister sur le fait d'être proactif de nos jours, c'est beaucoup plus pertinent et efficace que d'être seulement réactif. Puis, autre élément que je peux vous partager, c'est que c'est pas une mode. On est ici, on participe au webinaire présentement. Puis il y a la COVID, on ne se le cachera pas. C'est sûr que ça impacte la réalité de la CFT, mais ça va rester après. C'est pas vrai qu'après après que la pandémie soit réglée. C'était déjà là avant, en plus. C'était déjà là avant, ça fait des années. Là. Fait que, on arrive là et ça ne va pas partir. Fait que c'est pas une mode, ça va rester en place. Les gens ont des acquis maintenant. On est habitué de faire des webinaires, travailler de la maison. Donc, c'est pas une mode, c'est là pour rester. Le dernier point que je veux partager, parce qu'on parle souvent de comment on fait pour convaincre les dirigeants. Là, on pense aux dirigeants, le propriétaire d'entreprise. On pense aussi des fois aux gens aux ressources humaines qui doivent embarquer dans cette aventure-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les gestionnaires, les supérieurs immédiats. Fait que ce n'est pas le boss, ce n'est pas les RH. Puis souvent, ces gens-là, dans une PME de 200 employés, il peut y avoir 10 directeurs qui ont chacun leur façon de concilier l'équilibre famille-travail. Certains vont être plus flexibles, d'autres vont l'être un peu moins. Donc, c'est super important, lorsqu'on met des pratiques en place, de s'assurer d'avoir le onboarding également des gestionnaires immédiats, parce qu'ils peuvent avoir des façons bien différentes de donner ou non du lousse, de micro-manager ou non. Donc, c'est important d'avoir l'onboarding de tout le monde. Oui, de là, la formalisation dont on parlait tantôt, c'est de s'assurer de formaliser les mesures, qu'il y ait une base de référence là, dans l'organisation. Charlène? Franchement, Simon, ça rejoint beaucoup une des choses que j'essaye de partager. Cette question-là, elle revient vraiment souvent. Là, je pense que ceux qui nous regardent, là, vous êtes tous concernés par ça parce que c'est une problématique majeure. On dit souvent la haute direction, etc. C'est des humains derrière tout ça. Là, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche, c'est que l'entreprise marche. Fait que pour les aider à comprendre un peu comment ça peut avoir un impact sur la productivité des gens, le bien-être au travail, l'impact direct sur la facturation, sur l'expérience client, qui est un mot très important dans ces dernières années, qui est mis au cœur de beaucoup de stratégies d'entreprise, c'est simplement d'être capable de mesurer. C'est des gens, là, les dirigeants d'entreprise, là, ce qu'ils vont regarder, beaucoup, ils sont habitués à regarder des chiffres. Donc, si on est capable de leur arriver avec des mesures claires sur le taux de conversion des candidats, combien on en a perdu cette année, pourquoi on les a perdus, qu'est-ce que se benchmarker, comme Simon a dit, sur la compétition, d'arriver avec des chiffres également. Ça, c'est une des clés, je trouve, d'avoir un discours beaucoup plus appuyé, non pas sur un feeling, mais sur des chiffres et une analyse qui se base sur du concret. Là, vous allez parler le même langage souvent que la haute direction. C'est très étrange, la haute direction. Vous allez parler le même langage que votre interlocuteur, ce qui va vous mettre sur un commun, ça va être plus facile de l'amener de votre bord. Également,
Si vous êtes capable d'amener tout de suite des solutions, vous allez éviter une frustration. Donc, de ne pas être la personne qui amène simplement un problème puis qui laisse ça là, mais d'être la personne qui dit, regarde, voici les chiffres, voici le problème, voici les solutions qui sont capables d'être mises en place et voici surtout les coûts qui ne sont pas énormes qui sont associés à ça. Parce que ça peut faire peur à un dirigeant d'entreprise de dire, ben, on va offrir des vacances illimitées, puis on va offrir ça. Ça peut faire très peur, surtout quand vous êtes dans une entreprise. Il y a beaucoup de PME qui sont en service au Québec, qui fonctionnent avec des facturations à l'heure, etc., avec leurs clients. On ne va pas facturer moins d'heures, on va être plus intelligent dans la manière dont on les facture. Effectivement. Donc, ça peut être un conseil. Oui, puis pour faire du pouce sur la notion de coût, c'est un questionnement qui revient souvent en conciliation famille-travail. Oui, mais ça doit coûter cher d'implanter des mesures et tout ça. Eh bien, détrompez-vous. Souvent, non, ce n'est pas si cher. Dans une étude qui a été faite, qui a été menée par le ministère de la Famille en 2017 auprès de 8000 organisations, donc c'est pas rien là, au niveau du Québec, il y a 74 des organisations répondantes qui ont affirmé que l'implantation de mesures, ça se faisait à coût faible ou à coût nul. Donc, c'est pas rien. Puis d'ailleurs, pour vous donner un petit scoop, on va sortir des données prochainement au niveau de Concilivie, des données employeurs, là, un peu pour reprendre, pour faire le suivi sur l'étude du ministère. Et le pourcentage grimpe. Donc, encore plus d'organisations disent que ça se fait à coût moindre. Donc, c'est sûr que si on se concentre sur les besoins réels des employés, puis qu'on ne se lance pas un peu tout azimut à vouloir tout offrir, bien, ça amène encore plus, ça a encore plus d'impact, puis il y a automatiquement aussi souvent moins de coûts. D'ailleurs, dans la démarche du saut Concilivie, ce qu'on dit à nos détenteurs ou à nos futurs détenteurs, c'est de dire des mesures innovantes, amener des nouveautés, puis tout ça, c'est bien, c'est super, ça aide à l'attraction, mais on ne veut pas non plus mettre de l'avant un peu n'importe quoi pour avoir l'air juste pour le volet attractif. T'sais, on veut que ça ait une valeur ajoutée réelle pour les organisations, pour les employés qui sont à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est important d'avoir un focus sur les besoins des employés, puis en termes de recrutement aussi, un peu anticiper les besoins des candidats. Tu sais, quel type de candidats on recherche, puis qu'est-ce qui pourrait les attirer. Tu sais. Donc, d'ailleurs, ce que je retiens là, par rapport à cette question-là pour convaincre que, bon, ben, parler en chiffres, nécessairement, ça a un gros impact. Parler en dollars, ça aussi, ça l'ajoute à la chose. Maintenant, on sait que avoir la CFT, là, ça a une valeur ajoutée, mais comment ça l'impacte concrètement la marque employeur? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je dirais que je peux me permettre, Simon, je vais Bien continuer sûr. à lancer, là, je me sens inspirée. Je dirais que c'est un moyen, entre guillemets, facile de positionner sa marque employeur ou en tout cas de montrer sa volonté de positionner la CFT dans la marque employeur. C'est un moyen facile de rendre un bassin de talent passif qui est encore en recherche, qui navigue un peu, qui fait des recherches sur des entreprises, à un bassin actif juste grâce à ça, juste grâce à la diffusion des mesures de CFT. La statistique qui est ici le reflète super bien d'ailleurs. 53% des employés seraient prêts à changer d'emploi pour de meilleures mesures de CFT. Juste ça là, basé une grosse portion de sa marque employeur sur ces mesures-là et sur refléter ces mesures-là dans sa marque employeur, ça va vous faire un gain d'attractivité et généralement d'applicants ou d'intérêt majeur. Comme on le disait au début, là, les candidats sont plus exigeants. Donc, ce que ça change aussi dans votre marque employeur, c'est la nécessité que l'information soit facilement visible et accessible aux candidats. On ne veut pas qu'il y ait 304 menus à aller dérouler pour aller trouver qu'effectivement, la conciliation, elle est vraie dans votre entreprise. Il faut que ce soit simple, authentique et efficace. C'est l'impact qu'il faudrait garder en tête pour votre marque employeur. Le réflexe d'un candidat, ça peut être tout simplement que, si je ne trouve pas d'informations sur les mesures, c'est que cet employeur-là, il ne doit pas être si volontaire de le faire dans son entreprise. Effectivement. Simon, de ton côté? Oui, ben, je vais ajouter un point intéressant sur ce que Charlène vient de mentionner. Puis là, on est toujours en mode, c'est quoi l'impact sur le recrutement? Mettez-vous supposons que vous êtes en recherche d'emploi, vous regardez les différents postes, différentes compagnies, puis on ne les connaît pas tous. Vous voyez une compagnie, puis là, vous voyez que ça fait partie des sociétés les mieux gérées.
vous voyez que l'entreprise a remporté des prix pour le meilleur employeur au Québec ou au Canada, par exemple. Vous voyez que l'entreprise détient un sceau Conseil Lévis. Ben, tu sais, déjà, on parle de marque employeur, recrutement, c'est sûr que ça va avoir un impact, ça va vous aider. Ça nous rassure dans nos choix. De faire partie de ces organisations-là comme entreprise, c'est sûr que ça va vous aider. Ça ne coûte pas cher, c'est vraiment un investissement pour aller attirer des meilleurs talents. Toutes les entreprises, qui soient mini, PME ou grandes entreprises, cherchent les meilleurs talents possibles. C'est un minime investissement pour vous aider, je pense, là, justement, à shiner et à vous démarquer peut-être de votre compétition. Là, je m'amuse un petit peu. Je vais vous parler de dinosaures dépassés. Bon, je vais retourner dans le temps et je vais penser un exemple personnel à ma grand-mère, par exemple, qui, elle, Internet, elle ne connaît pas ça. OK, elle a peut-être entendu parler, c'est quoi? C'est une espèce de bibliothèque sur un ordinateur, là, mais tu sais, comment ça marche, elle n'a aucune idée. Elle a 92 ans, OK? C'est correct, on l'assume, c'est comme ça. Mais reste qu'elle est dépassée, elle est en retard peut-être sur où on est rendu aujourd'hui en 2020. Mais on la pardonne. Il y a des compagnies aussi, encore, qui vont afficher en fait, fièrement dans leur section Nous joindre de leur site web, leur numéro de fax. Ça, pour les plus jeunes, ça ne savent pas c'est quoi un fax. C'est comme envoyer des espèces de courrier, là, mais par une grosse machine là, qui est près de l'imprimante, souvent qui sont évidemment connectés ensemble. Donc, c'est aussi très déconnecté dinosaure comme façon de fonctionner. Bien, aujourd'hui, en 2020, je dirais que les compagnies qui ne mettent pas de l'avant la conciliation famille-travail sont aussi des dinosaures déconnectés. Soyez prêts à le faire dès maintenant et à vous adapter parce que sinon, vous allez passer et vous allez manquer le bateau. Donc, je parlais tantôt des sociétés les mieux gérées ou sur Conseil Lévis, par exemple, évidemment. C'est des reconnaissances publiques qui sont objectives, qui sont impartiales, qui vont vous aider dans votre marque employeur. Donc, comme je disais, puis là, je me permets un peu de déborder pour appuyer mes propos parce qu'on parle de recrutement, mais ce n'est pas juste pour le recrutement, c'est pour la performance, c'est pour la loyauté, c'est pour la fidélisation de tes employés. D'avoir une confiance mutuelle envers tes employés, ça t'aide à avoir des employés qui sont plus performants, plus heureux. C'est la mission de Maverick RH d'avoir des employés qui sont heureux dans leur travail parce que quand on est heureux, bien, on performe davantage, on est plus épanoui. Fait que c'est juste tout ça roule dans le bon sens puis fait justement beaucoup de sens. Donc, c'est une notion de loyauté, de donnant-donnant. Si vous donnez de la flexibilité à vos employés, bien, ils vont vous le redonner en loyauté, en performance. Puis ça change la réalité mode fournisseur. Si au contraire, vous êtes très strict dans votre façon de fonctionner, bien, vous allez avoir une relation plus fournisseur avec vos employés qui vont faire ce qu'il y a à faire, qui est correct, mais ils ne vont peut-être pas se dépasser autant. Donc, comme je débordais un peu du cadre juste du recrutement, mais ça va aussi impacter toute la performance et la loyauté de vos employés. Effectivement, les impacts sur la fidélisation sont aussi importants. Puis là, on parle plus dans une optique peut-être d'attraction, mais les deux volets, tout ça, de toute manière, est interconnecté dans un cycle de vie complet de l'employé. Oui, on parle là, du cycle plus candidat aujourd'hui, mais tout ça s'échelonne jusqu'au cycle de vie de l'employé à l'intérieur de l'organisation. Ouais. On a effleuré un petit peu, justement, on a commencé à parler un peu du volet web, notre site web et tout ça. D'ailleurs, quel lien on peut faire entre la présence web puis la conciliation famille-travail? Ben oui, je peux répondre si tu veux. Ça va, Christine. En fait, c'est bien de faire un peu différent puis d'essayer de se démarquer. C'est aussi beaucoup mon approche que j'essaie d'inculquer ou quand j'aide les différentes organisations à mieux recruter. Mais pas nécessairement faire ce que tout le monde fait, mais donner du concret. Je parlais d'affichage de poste en début de webinaire, pas juste écrire horaire flexible et possibilité de télétravail, c'est pas très différent, c'est pas très nouveau. Puis, je dirais donner du concret. Je sais que Charlène et Humanify sont des spécialistes en storytelling, entre autres, qu'au lieu que ce soit la compagnie qui dit « Hey, voici qu'est-ce qu'on fait », mais laisser des employés eux-mêmes partager leur expérience de CFT. Sur les médias sociaux, que ce soit qu'importe la page qu'ils utilisent, LinkedIn, Facebook, Instagram ou autre, ou peut-être même sur le site web via une infolettre, comment ça se vit au quotidien, la CFT dans l'organisation. Ça ne coûte rien, là. Un petit peu de temps, ça va attirer, évidemment, comme je dis, des talents dans votre entreprise, puis ça va aussi les aider à les fidéliser, les rendre plus heureux, plus performants dans leur travail. Donc, avec les employés, quand ça vient d'eux, bien, ça fait plus vrai, ça fait plus authentique, puis c'est plus efficace aussi. Effectivement, si je peux me permettre de relancer là-dessus, Simon, l'authenticité est très importante. Là. Il y a la présence web, c'est bien d'être présent, mais il faut le faire de manière authentique. Il y a une tendance, c'est pas nouveau, hein, l'espèce de fenêtre sur la vie des employés. Ça fait quelques années que les employeurs se sont conscientisés à le faire sur le web.
Mais c'est très lissé. Il y a une mode un petit peu qui s'est lancée là, d'entreprise en entreprise où c'est le département marketing qui fait les publications sur les médias sociaux. C'est très lisse, c'est bien écrit, mais c'est très formel. Ça peut être facile de vous différencier là-dessus, puis d'autant plus que, comme on le dit depuis le début, les candidats sont un peu plus exigeants et sont plus suspicieux. Donc, il faut être capable de démontrer, là, d'ouvrir la fenêtre en vrai, là, en grand, puis de montrer pour vrai qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise au quotidien. Puis aussi de faire attention que si vous ouvriez la fenêtre grande sur la vie de vos employés, de l'autre côté, qu'il n'y ait pas, par exemple, le CEO qui va faire un discours complètement antinomique avec le message social que vous veniez de faire avec vos employés. Ça va être important parce que je l'ai vu arriver. Puis ça peut complètement barrer un candidat là, qui, au contraire, se reconnaît dans les employés, mais sans complètement que la haute direction, justement, est désalignée au complet avec ses valeurs et avec les mesures de CFT. Puis ça, c'est aussi bête que chez nous, on respecte la conciliation, les horaires flexibles, puis de l'autre côté, le CEO qui dit plus tu travailles fort chez nous, plus tu es à 70 heures semaine et plus on va être les meilleurs. Ça peut être un discours cohérent. Oui, exact. Puis aussi, il y a des choses toutes simples à faire si vous n'avez pas beaucoup de temps. Tu sais, je sais qu'on est tous débordés, encore plus en PME et en RH en PME avec le contexte actuel. Vos employés, pour ceux qui sont intéressés, sont capables de donner une fenêtre authentique sur ce qu'ils vivent et sur les mesures de flexibilité qu'ils ont au quotidien. Un truc aussi simple que si vous avez Facebook, une page Facebook, il y a un de nos clients qui, à chaque semaine, donne le contrôle de la page Facebook à un département de leur PME. Le département marketing semaine 1, le département RH semaine 2, le département de production semaine 3. Et c'est des employés qui font des stories. Donc ça, c'est des images temporaires là, qui durent 24 heures sur la page, qui sont capables de maîtriser puis qui sont capables de s'amuser avec. Et ça, ce que ça donne, non seulement en plus de l'authenticité de ce que vous allez véhiculer comme flexibilité, comme bonheur au travail, c'est plus que de l'authenticité, je dirais que c'est de la vulnérabilité. Donc, un employé au quotidien, dans son day-to-day, des discussions qui ne sont pas faciles d'un employé qui explique « Ah, ben moi, j'ai eu une problématique ce matin, mon enfant est malade, puis je n'ai pas pu le faire garder, mais regardez, il y a telle personne qui nous a été offerte par l'entreprise pour faire du gardiennage pendant quelques heures. » C'est plus authentique, puis ça montre que la vulnérabilité, elle est assumée au sein de l'entreprise. Et souvent, les employés disent que pour être capable d'être dans un sentiment de bien-être, il faut qu'ils soient capables de montrer leur vulnérabilité et être dans un safe space. Écoute, je suis ému, Charlène. Honnêtement, ça me parle, ça me rejoint à fond. Tu sais, il y a 3 valeurs dans mon organisation, c'est l'authenticité, l'audace puis l'humanité. Puis tu viens comme de résumer les 3 dans ce que tu dis. Fait qu'évidemment, ça me parle beaucoup. Oui, l'audace, c'était pas pour tout le monde, mais moi, j'y crois évidemment à fond. La vulnérabilité, tu en as parlé, je suis aussi 100% d'accord. Il existe le Fail Camp, qui est depuis, puis ça existe au Québec, mais ça existe dans d'autres pays également, où on va célébrer les échecs des gens. Fait que ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. C'est super, super intéressant. Puis c'est pas vendeur comme on pourrait le penser. C'est au contraire de démontrer son côté vulnérable, authentique. C'est très intéressant pour les candidats, pour les employés également. Donc moi, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Puis, on parlait justement de CEO. Moi, j'ai 2 leaders que je veux vous partager, que je suis sur LinkedIn. Il y a Nicolas Duvernois, le président fondateur de Pure Vodka. Puis, il y a également Guy Cormier, qui est le PDG, c'est ce bon titre, de Desjardins. Donc, les 2, je les suis. Ils partagent des nouvelles super intéressantes sur LinkedIn. Puis, on dirait que je le sens que Nicolas, c'est lui qui écrit ses propres messages, tandis que Guy, c'est écrit par son équipe marketing. C'est pas une critique, c'est juste une impression que j'ai, moi, comme lecteur. C'est super pertinent. Puis si je suis les nouvelles de Desjardins, c'est parce que ça m'intéresse aussi, mais je le ressens qu'on dirait que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est quelqu'un du marketing qui l'a fait. Fait que ça devient un peu moins authentique. Le message peut être bon et pertinent quand même, mais comme lecteur, ça me fait un effet différent que quand Nicolas, par exemple, va l'écrire. C'est mon impression, je peux être dans l'erreur. Comme je dis, envoyez-moi pas des mises en demeure pour ce que je viens de dire. Là. C'est juste une impression que j'ai comme lecteur. Puis bref, le côté qui est vulnérable, qui est authentique, qui est humain, ben c'est clair, évidemment, que ça me parle. Mettez-le de l'avant, c'est sûr que vous allez être gagnant au final. C'est vraiment intéressant. Puis là, je vois le temps qui file, mais je vous poserai la question, minimalement, là, faut-il avoir une présence web? Faut-il en avoir une? Ben, c'est clair. C'est clair que oui. Un minimum, tu es en recrutement, tu veux trouver des informations sur une compagnie, tu vas googler le nom. Là.
ou tu vas aller sur Bing, là, mettons, ou Yahoo, là, on s'amuse, là. Mais tu vas aller à trouver de l'information sur l'entreprise. Donc, ça prend un minimum au moins une référence web. Selon le journal Les Affaires, 93% des entreprises au Québec comptent moins de 100 employés. Mm-hmm. C'est énorme. Là, on parle de 240 000 employés. Puis souvent, dans des compagnies de moins de 100 employés, tu n'as pas toujours quelqu'un qui est 100% dédié aux ressources humaines ou encore au marketing. Donc, faire des pubs sur des napperons en papier puis les mettre dans le journal, pas dans le journal, mais au restaurant local, ça fait très old school. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de visibilité. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur LinkedIn. Moi, récemment, j'ai fait un mandat de recrutement pour trouver un notaire. Sur la rive sud de Montréal, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de site web. Puis le président me disait, oui, on travaille dessus, ça s'en vient. C'est pas juste pour les clients d'avoir une présence web, mais c'est aussi pour les candidats qui veulent venir travailler chez vous. Donc vraiment, c'est clair, il faut un minimum, là. Puis si vous n'avez pas le temps, justement, comme Simon disait, de vous occuper de populer une page Facebook que vous créeriez ou une page LinkedIn, autant ne pas en faire parce que ça peut être à l'inverse suspicieux d'avoir quelque chose sans la populer. Par contre, dans ces cas-là, assurez-vous de construire votre page carrière correctement. Donc, de la bâtir vraiment, dans le fond, ça reflète votre interne, ça reflète l'employé, votre vie à l'interne, mais c'est bâti pour l'externe, pour votre persona candidat ou vos persona candidats. Puis, si vous ne voulez pas trop non plus prendre de temps là-dessus, là aussi, vous pouvez faire participer vos employés. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont un comité social. Souvent, c'est des gens qui aiment s'impliquer dans ce genre de choses, qui aiment prendre des photos de la vie des employés. Fait que ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir des pages LinkedIn, Facebook, etc. si vous n'avez pas le temps, mais au moins une présence quelque part, notamment sur votre page carrière. Oui, puis un élément que je retiens, on parle beaucoup de simplicité. Hein, on n'est pas obligé de se compliquer la vie. On veut faire simple. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que on parle d'être présent un peu dans toutes les sphères, puis qu'il faut que ça se sente à l'intérieur de l'organisation. Nous, les détenteurs du saut Concilivie, à la fin, quand ils obtiennent le saut, on leur donne justement une trousse. Voici pour faire vivre la conciliation famille-travail au quotidien. Fait, donc, à travers tout le cycle de vie de candidat-employé, donc, ça permet vraiment de faire le tour, de s'ancrer sur des valeurs liées à la conciliation famille-travail, que ça a un impact. Puis je pense notamment à un exemple qu'on a à l'interne de Concilivie, on est en recrutement, on est une petite équipe, on est 4 employés, mais dans notre processus de recrutement, on s'est créé un petit vidéo justement pour dire, bien voici qui l'on est, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui résonne pour toi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça donne un effet wow pour les candidats qui appliquent. Et on est déjà proche du mot de la fin, mais j'allais vous dire, je vais vous poser un petit peu la question qui tue. Non, c'est pas, je blague, mais en fait, qu'est-ce que c'est l'impact d'arborer une reconnaissance? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une reconnaissance comme le saut Concilivie, par exemple? Oui, définitivement. C'est définitif que oui, parce que comme vous l'avez très bien résumé, Simon, je pense que c'est une marque claire, officielle, publique, impartiale, que les mesures mises en place par l'entreprise sont reconnues et sont mises en place déjà. Définitivement un impact très positif sur l'attraction et également la conversion de vos candidats entre un candidat passif et un candidat actif dans le processus. C'est clair. Puis moi, je vais relancer, je vais poser une question aux gens qui participent au webinaire. On a beaucoup parlé des raisons pourquoi on veut mettre de l'avant les bonnes pratiques de CFT. Je vous pose une question, pourquoi vous ne le feriez pas? Pourquoi vous ne le feriez pas? Vous dites, c'est intéressant, mais nous, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas si. Let's go, faites-les. C'est le temps de le faire parce que ça va faire une différence dans votre recrutement et dans la performance de vos employés à court moyen terme. Oui, effectivement. Puis, si je fais du pouce sur le volet de vraiment la démarche du saut qui est proposée, c'est une démarche aussi qui n'est pas compliquée. On disait, il y a quelques étapes. C'est accessible à toutes les grosseurs et types d'organisations. C'est une démarche qui est simple, qui n'est pas coûteuse. Puis en plus, on ressort de là avec une distinction qu'on peut arborer, qu'on peut afficher, puis qui a une valeur ajoutée, comme on l'a dit tout au long de ce webinaire-là, auprès des candidats. Quand on sait que 79% des employés veulent que les mesures soient formalisées, le fait de l'avoir d'afficher au niveau de l'organisation, les candidats et les employés le voient que c'est vraiment quelque chose qui est important pour l'organisation. On est déjà rendu un peu aux éléments de conclusion, donc je vais vous amener je vous pose une petite dernière question. On va bientôt être en mode pour répondre aux vôtres qui sommes avec nous.
qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent aujourd'hui? Fait que Simon, je commencerai avec toi. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent aujourd'hui? Ben, en fait, je dirais que souvent que la pire des actions, c'est l'inaction. Que ça ne va pas être compliqué. Tu sais, en début de présentation, Sarah Christine, tu parlais de développer une charte. Tu sais, ça peut faire peur aux gens. La prochaine étape, là, outre aller se faire chauffer notre lunch puis d'aller dîner, là, c'est de t'appeler toi et dire bon, ben écoute, j'aimerais ça ou ça m'intéresse, prendre les infos puis faire les démarches tranquillement. Fait que c'est un pas à la fois. Ça peut être un projet pilote, si vous êtes dans une plus grande organisation, pour commencer tranquillement dans différents départements. Mais tu sais, c'est juste de le faire. Puis oui, effectivement, merci de partager. Arrêtez de suivre la parade, puis lancez-vous. Donc, soyez en avant du peloton plutôt qu'être un retardataire. Puis ça, ben, c'est vous qui pouvez le faire. Là, donc, ça serait mon petit mot de la fin avant peut-être de répondre à des questions. Charlène, de ton côté? Moi, la clé en recrutement et donc en CFT dans votre processus de recrutement, c'est mesurer. Mesurez, analysez, équipez-vous de chiffres et de données concrètes pour appuyer votre discours auprès de l'organisation et auprès de la haute direction. Je suis certaine qu'en plus, les données, vous les avez déjà. Elles sont déjà là. Il faut juste les compiler un petit peu, prendre une heure ou deux, ouvrir votre ATS, ouvrir votre fichier Excel, puis dire, ah oui, c'est vrai, tel candidat, c'est à cause de ci, tel candidat, il avait besoin de télétravail. Le candidat star, il est à 2 heures de route d'ici, j'aurais pu l'embaucher si on était flexible. Fait que baquez-vous avec des données, mesurez ce que vous faites et vous serez beaucoup mieux équipé pour mettre en place les choses avec votre organisation. Génial. Je dirais que de mon côté, bien, d'ailleurs, vous êtes vraiment inspirant. Là, on a appris beaucoup. Merci pour votre partage. Moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que c'est important de bien cerner les besoins. C'est-à-dire, on a beau se lancer dans plein de mesures. Si on axe puis qu'on focus sur ce que les employés ont besoin, des fois, on va se rendre compte qu'eux aussi, ils ne sont pas aussi exigeants qu'on s'attendait. Donc, de focusser sur ces besoins-là, ça aide. Et c'est là-dessus qu'est basée la démarche d'obtention du saut Concilivi. On veut amener les gens à une progression, à s'axer puis se concentrer sur les besoins des employés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Maintenant, avant de passer à la période de questions, je veux juste vous montrer, on va vous les envoyer là, à ceux qui participent. Pour ceux qui voudraient aller plus loin en conciliation famille-travail, on a des outils gratuits qui sont mis à votre disposition. Le premier étant un aide à la réflexion en conciliation famille-travail. C'est sur notre site web. Là, on pourra vous transférer toutes les informations. Un deuxième sur favoriser la déconnexion. Qu'est-ce que c'est concrètement qu'on peut mettre en place? On a un outil sur le télétravail avec enfants. D'ailleurs, on a les écoles là, qui vont être fermées prochainement, les cours qui vont être en apprentissage à distance, peut-être faire un petit rafraîchissement. Puis, on a un guide qui a été récemment lancé, qui est un guide de référence qu'on peut feuilleter pour bien comprendre les réalités des employés au sein de notre organisation. Donc, tout ça vous sera rendu disponible. Vous aurez aussi là, les coordonnées pour rejoindre nos présentateurs, nos spécialistes en recrutement. Merci de vous être joints à nous. On passe maintenant, vous êtes prêts à la période de questions. Fait que je vais aller fouiller. Ceux qui auraient des questions, vous pouvez passer. On va être en mode, on vous invite à les poser au niveau du clavardage. Donc, je peux peut-être te répondre, Sarah Christine, si tu permets. Je me suis permis de lire la question de Maram Taleb qui parle. Est-ce que tout le monde la voit, la question, présentement, ou c'est juste moi qui la vois? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut peut-être la résumer. Oui, je résume un peu. Fait qu'on parle de la pandémie. En fait, Maram, pardon. On parle beaucoup de la pandémie qui va changer profondément le monde du travail, c'est clair. Le télétravail fera probablement partie intégrante de la vie des travailleurs dans le futur. C'est vrai. Suite à ce changement, comme vous l'avez dit, offrir une flexibilité au niveau du temps et du lieu de travail n'étant plus aussi attrayant comme c'est devenu un acquis et les employés y sont très habitués maintenant. Comment voyez-vous l'évolution des stratégies d'attraction à ce niveau? Bien, je vais me permettre une courte réponse à cette question-là. Oui, effectivement, c'est devenu un acquis pour beaucoup d'employés, mais pas tout le monde encore. Il y a encore des trucs qui se font. Puis je dirais que l'évolution des stratégies, puis ça, on verra en 2021-2022, puis j'ai hâte que les compagnies soient encore plus innovantes dans leur approche. Charlène a dit le mot vacances illimitées dans la présentation. Je ne sais pas si ça l'a fait peur des fois au monde. Ils font comme c'est quoi ça? Puis vacances illimitées, c'est pas tant ça, c'est plus le principe de on fait confiance en nos employés pour qu'ils
qui donnent leurs prestations de travail puis qui livrent leurs projets dans les temps. Donc, l'idée même de l'horaire de travail du lundi au vendredi, travailler de jour, quant à moi, pourrait être appelé à disparaître. On parle d'une évolution, effectivement, peut-être à moyen terme. Il y a des compagnies qui peuvent se permettre de faire confiance à leurs employés. L'important, c'est de livrer, de bien s'occuper des clients, de livrer les projets. Donc, moi, c'est la notion d'horaire de travail carrément pourrait être appelée, en ce qui me concerne, à disparaître. Tu sais, j'ai ma compagnie depuis 1 an, ça m'arrive de travailler jusqu'à minuit un samedi soir, mais des fois, de ne pas travailler à 3 heures l'après-midi. C'est fou comme ça, la vie. Tu sais. Donc, je le fais, c'est facile, c'est moi, je suis mon propre boss, mais il y a des compagnies qui peuvent le faire également aussi en responsabilisant, en donnant confiance aux employés. D'ailleurs, les études le démontrent que implanter des mesures, un des avantages qui ressort par les organisations, il y en a un qui c'est l'amélioration de la productivité. Donc, quand on est ouvert, on donne, on est flexible, les employés aussi veulent nous donner puis livrer la performance en retour. Donc, c'est vraiment un contexte d'être donnant-donnant. Puis après ça, bien, il y a la créativité, comme tu dis. C'est l'élément seul qui peut nous limiter. Bon, il y a toujours une notion de coût et de ce qui est rattaché, mais il y a beaucoup de choses, comme on disait, qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui peuvent être mises en place. Charlène, avais-tu quelque chose sur le sujet? Non, mais c'est comme Simon pour moi. La seule chose que je dirais peut-être, c'est que ne surestimez pas les employeurs là-dessus. Moi, c'est des discussions permanentes avec des clients qui disent on est flexible, puis que quand on creuse un petit peu, c'est pas si acquis que ça. Pour l'instant, là, les employeurs sont contraints de le faire à cause de la pandémie, puis sont contraints de dire que c'est 100% télétravail. Mais j'ai plein d'employeurs qui disent, moi, quand c'est fini, on va retourner au bureau au moins 4 jours semaine, avec des employés qui ne sont pas forcément willing de le faire. Donc, tu sais, on n'est pas encore rendu à l'étape où tout le monde est conscient de ça et tout le monde l'a prouvé et démontré dans ses pratiques. Donc, allez pas trop vite non plus. Oui, il y a des choses à faire sur être plus inventif dans les mesures d'attraction, mais ces mesures-là, elles sont encore négligées par beaucoup d'employeurs. Donc, positionnez-vous encore dessus pour au moins encore 1 an ou 2. Là. Oui, effectivement. Puis, je vois aussi, j'allais dire, on a un commentaire ici qui dit, de Philippe André, ce que j'ai entendu est du bonbon à mes oreilles. À mon avis, les freins aux mesures de CFT, c'est principalement l'évolution des soft skills des gestionnaires qui doivent s'adapter à la nouvelle culture qu'apporte la conciliation famille-travail. Les entrepreneurs RH ils ont les bons arguments et les meilleurs spécialistes de CFT avec Concilivi. C'est super gentil. Je vois, est-ce qu'il y aura... Oui, il y aura d'autres webinaires de prévus. On va rester à l'affût. Là. Vous pouvez suivre d'ailleurs notre infolettre. On pourra vous donner tous les détails dans le courriel qu'on vous acheminera. Puis, il y a beaucoup d'éléments disponibles dans notre page web également. Merci beaucoup. Je le lis en même temps. Dans le Q&A, il y a une question. Comment gère-t-on l'impression de favoritisme? On va finir là-dessus pour ceux qui ne voient pas l'utilité de la CFT. Dans l'optique comment gère-t-on l'impression de favoritisme pour ceux qui ne voient pas l'utilité de la conciliation famille-travail? Moi, je ne pas bien, moi. Je ne dis pas bien. Moi, je peux peut-être vous dire ce que j'entends. On parlait au début, justement, de la différence entre la CFT, la conciliation famille-travail, et la conciliation travail-vie personnelle. Moi, ce que je vois là-dedans, puis ce qu'on a vu aussi chez les détenteurs de SO, c'est de dire de faire un peu 2 pierres d'un coup. C'est qu'on parle de conciliation famille-travail, on intègre le volet conciliation vie personnelle dans un bloc. T'sais. Oui, on peut aller chercher le saut pour démontrer qu'on a vraiment cette valeur-là au niveau familial, mais il n'y a rien qui empêche, puis il y a des détenteurs qui l'ont fait, d'élargir leur démarche à la conciliation travail-vie personnelle. Moi, c'est ce qui me vient à première vue. Donc, c'est le favoritisme, mais avoir des responsabilités familiales, c'est des responsabilités supplémentaires, veut pas. Mais il y en a d'autres aussi qui au niveau, là, pour le volet vie personnelle, là, que ça d'avoir des petits plus à ce niveau-là. Charlène, oui. À demander aux gens qui se sentent délaissés, leur demander de ce dont ils ont besoin. C'est tout simple de désamorcer une situation comme celle-ci avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas content, c'est pas juste, OK, mais qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme mesure? Souvent, ça va bloquer les gens parce que souvent, la frustration, elle vient d'une jalousie, mais ils n'ont pas conscience eux-mêmes de concrètement qu'est-ce qui ferait en sorte de ne pas être jaloux dans l'équation ou quoi que ce soit. Donc, juste de retourner la question à cette personne-là qui vous dit « je suis jaloux, c'est pas normal, moi, j'ai pas d'enfant, puis j'ai pas le droit de faire ci ». Oui, tu as le droit.
Tu as le droit toi aussi de te dire, ben, je vais m'absenter pendant 3 heures parce que ben, je vais prendre soin de moi. Tu n'as pas besoin d'avoir d'enfant pour prendre 3 heures et prendre soin de quelqu'un. Toi aussi, tu dois prendre soin de toi-même. Si tu as besoin de 3 heures pour aller lire un livre parce que c'est nécessaire à te faire plaisir et en avoir besoin, let's go. Fait que je dirais reposer la question inverse, ça peut être un bon désamorçage de la situation. Parfait. Je vois, moi, j'ai midi à mon horaire. Je ne voudrais pas non plus qu'on dépasse trop. Je vois qu'il y a une question plus pointue sur à quel point constatez-vous des différences sur l'impact entre les hommes et les femmes. Ce que je pourrais faire là, pour ne pas rentrer dans les données plus spécifiques, je prends en note, puis quand on fera la réponse, là, puis on vous enverra toute la documentation, on pourra peut-être mettre un petit bonus vers le lien sur nos sondages, puis un petit élément sur cet aspect-là. Donc, je vois que ça fait le tour des questions. Sinon, je veux vous dire un énorme merci, Charlène, Simon. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette heure et la préparation. Vous êtes vraiment inspirants. On sent que vous avez l'expertise. J'espère que vous avez apprécié aussi l'expérience. Évidemment, merci d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup. Puis, pour ceux qui nous regardent encore, il y en a qui nous demandaient est-ce qu'on va avoir d'autres webinaires? La réponse est oui. Surveillez notre programmation. Tout se retrouve sur notre site web, dans notre infolette, notre page Facebook ou notre page LinkedIn. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon appétit. Bye. Bye bye.